Allô? Let's Chat, un podcast dédié au sexe féminin, plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Je suis l'endomètre. Je suis le tissu qui tapisse l'utérus. Sous l'effet des hormones, au cours du cycle, j'épaissis en vue d'une potentielle grossesse. Et s'il n'y a pas de fécondation, je me désagrège et saigne. Ce sont les règles. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur 10 en âge de procréer. Elle est liée à la présence de tissus semblables à l'endomètre, en dehors de l'utérus. Différents organes peuvent être touchés, comme les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum, la vessie ou le vagin. La maladie peut être asymptomatique, mais dans certains cas, elle peut provoquer notamment au moment des règles des douleurs pelviennes, digestives, vaginales, une fatigue chronique, de l'infertilité. L'endométriose est une maladie complexe qui prend des formes très variées. Les chercheurs tentent de mieux comprendre les mécanismes de cette maladie et ses liens avec l'infertilité. Les chercheurs estiment que chaque cas d'endométriose serait imputable pour moitié à des facteurs génétiques et pour moitié à des facteurs environnementaux. Maintenant que vous en savez un peu plus, écoutons Agathe, Léa, Oran, Solène et Géraldine nous raconter comment elles ont découvert leur endométriose. Géraldine. Alors, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu des grosses douleurs au niveau des intestins et tout ce qui était digestif. C'était vraiment une journée et une nuit de douleurs intenses. J'ai fait énormément de médecins, surtout des gastro-entérologues. À chaque fois, ils ne trouvaient pas. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était assez régulier et que ça venait tous les mois. Du coup, c'est un peu en regardant sur Internet que j'ai trouvé l'endométriose. J'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a mis en fait sous ménopause artificielle pendant 3 mois. Oran. J'ai eu mes règles vers l'âge de 13 ans et j'ai eu assez rapidement très mal au ventre et on m'a dit que c'était normal. Donc j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires assez tôt, sauf qu'au bout d'un moment, j'entendais parler que c'était pas normal d'avoir des règles douloureuses. Du coup, je me suis renseignée sur internet et pas mal sur le site mademoiselle.com et j'ai vu qu'en fait, il y avait des maladies autour de ça et j'ai fait une première échographie il y a 2 ans, donc je vais avoir 22 ans. Rien n'en est sorti, donc on m'a dit que j'étais pas atteinte d'endométriose. En juin 2018, j'ai demandé à faire une IRM, donc c'était uniquement sur ma demande parce que je voyais que ça avançait pas. On m'a du coup diagnostiqué une endométriose profonde au niveau des ligaments utérosacrés. C'est ce qui, en gros, rattache l'utérus au sacrum. Solène. J'avais toujours eu des règles hémorragiques et très rapprochées. Et j'avais aussi beaucoup de douleurs au niveau du ventre avant d'avoir mes règles, pendant mes règles et encore quelques jours après. Et aussi des douleurs digestives. À 25 ans, j'ai eu un malaise et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais une endométriose. Ils ne savaient pas si j'avais une appendicite ou un problème gynécologique. Donc j'ai été opérée d'une appendicite et on s'est rendu compte en opérant qu'en fait j'avais une endométriose. Alors mes atteintes sur l'extérieur de mes ovaires, donc j'ai mes ovaires qui font facilement des kystes. J'en ai aussi sur l'extérieur de l'utérus, sur le ligament utérosacré qui accroche ton utérus. J'en ai sur les intestins. Ça fait beaucoup d'atteintes à l'extérieur, des atteintes qui sont des plaques qui sont assez grandes. Et mon endométriose, c'est aussi transformé en adénomiose. Ça veut dire que j'ai pas que l'extérieur de l'utérus, mais c'est le muscle en lui-même qui est atteint. Léa. Depuis même quelques mois avant d'avoir mes premières règles, quand j'étais au collège, j'ai commencé à avoir des douleurs très intenses au ventre et aux ovaires. Dès que j'ai eu mes règles, j'ai eu des règles douloureuses. Mais en fait, c'est un peu le schéma habituel. J'ai rapidement pris la pilule. J'avais quand même des douleurs fortes aussi au niveau digestif. Au moment en période de mes règles, je pouvais avoir des douleurs éclairs ultra violentes. J'avais l'impression qu'on me perforait les intestins. Pour moi, c'était normal. Ça, j'en avais parlé à des gynécos à l'époque qui me disaient oui, c'est un peu inflammé quand vous avez des règles, c'est normal. Mais des douleurs vraiment très très aiguës.
Mais je m'étais habituée à vivre ça, puis ça passait assez rapidement. Et en fait, tout s'est accéléré vraiment au moment où on m'a mis le stérilet, où j'ai eu des douleurs de plus en plus importantes et surtout dans ma vie sexuelle. J'avais des douleurs quasi à chaque fois. Et puis j'ai une amie, je lui dis un peu les symptômes, elle me dit « Ah, mais tu n'aurais pas l'endométriose ?» Elle l'avait même pas, je sais même pas pourquoi elle m'a sorti ce mot-là. Et en fait, j'ai regardé sur Internet un vêtement et je me suis dit « Bah ça y est, c'est ça, c'est sûr. » Il faut vraiment aller, en tout cas, quand on a des suspicions, d'aller dans des centres qui sont vraiment spécialisés parce que sinon on peut vraiment passer à côté. Et du coup, moi, je suis allée dans un centre d'échographie, voir une échographe. Et elle a déjà posé un premier diagnostic en disant qu'effectivement, j'avais une endométriose. Mais ensuite, l'examen qui était plus précis, c'était de faire une IRM. Pareil, dans un centre spécialisé. Et du coup, ça a été confirmé, là, le diagnostic, avec en plus des précisions sur les zones touchées. Donc moi, j'ai une endométriose qu'on appelle pelvienne profonde, avec une atteinte vagino-rectale, mais sans infiltration de la paroi digestive, soi-disant. Si on n'ouvre pas, entre guillemets, on ne peut pas savoir exactement, parfaitement où est-ce qu'il y a des atteintes. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait opérer, on pensait qu'elle en avait juste à tel endroit, et en l'ouvrant, on s'est rendu compte qu'elle avait d'autres atteintes à d'autres endroits. En fait, l'endométriose, il y a des femmes qui peuvent avoir énormément d'atteintes, mais pas tellement de douleurs au regard du nombre d'atteintes, mais des douleurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses, et puis chaque corps est différent face à la douleur. Agathe. Depuis que j'ai été réglée, je crois, quand j'avais 12 ans, depuis le tout début de mes règles, c'était genre, mais vraiment l'enfer. J'ai été mise sous pilule, je crois, à 13 ans, parce que, bah, en fait, j'avais une semaine où je pouvais absolument pas aller à l'école. C'était horrible, j'étais pliée en deux, j'arrivais à peine à marcher. Je pouvais pas, du coup, faire de sport alors que j'en faisais énormément, etc. Et donc, du coup, on m'a mis sous pilule. Les douleurs, j'arrivais à les dépasser. Je prenais de l'Antadis à forte dose. Et c'est à partir de mes 25 ans que j'ai commencé à avoir vraiment des problèmes de santé ailleurs, en fait. Je comprenais pas parce que j'avais très mal aux jambes et on m'avait diagnostiqué un érythème noueux. C'est une maladie dermatologique assez rare. C'est une inflammation des vaisseaux sanguins pour les genoux et les chevilles. Et ça fait très mal. On a les jambes qui gonflent. Ça provoque des malaises, en fait. Et donc, en fait, j'avais ça par période. Et puis, je me cassais littéralement la gueule dans la rue. Et du coup, ça s'est amplifié jusqu'à que je puisse plus marcher. Et je suis allée voir un gynéco et il m'a dit je vois pas du tout les douleurs que vous me décrivez, mais faites une écho pelvienne et un IRM pelvien. L'écho, on me dit non, mais alors je vois pas du tout ce qu'il y a. Et l'IRM pelvien, là, du coup, le radiologue me dit ben, vous avez des petites taches d'endométriose sur un ovaire. Je me dis ah, il y a quelque chose. Mais je sors de la radio et en fait, je suis laissée dans la nature parce que le radiologue il me dit bah non, mais moi je suis là pour interpréter les résultats. Maintenant, vous vous débrouillez quoi. Premier rendez-vous que j'ai fait avec un chirurgien gynéco, il m'a juste dit bah, je peux vous opérer, mais sans m'ausculter, rien. Et donc en fait, j'ai un peu halluciné. Je lui ai dit bah est-ce qu'on peut d'abord en parler? Sachant qu'en plus, il y avait un médecin qui m'avait confirmé le fait que j'avais sûrement aussi la névralgie du nerf pudendal. C'est-à-dire que le nerf, en fait, qu'il y a dans le bassin entre l'anus et, et le vagin, il y a un problème, quoi. Et que en cas de névralgie du nerf, on ne peut pas opérer l'endométriose. Donc si j'avais les deux, je pouvais pas être opérée. Donc c'est ce que j'ai expliqué au médecin chirurgien. En fait, le problème, c'est que c'est chacun sa zone et que, c'est-à-dire qu'entre l'urologue, le gynéco et le gynéco qui ne fait que de la chirurgie, et ben tous, ils vont dire que bah il y a un souci et que et ils se renvoient la balle. Ça a été très compliqué jusqu'au moment où j'ai trouvé un gynéco bah, qui était équipé pour me faire une écho interne quoi. Et là, il m'a confirmé en fait que j'avais de l'endométriose et qu'en fait, elle était aussi sur le ligament utérosacré, c'est-à-dire que ce qu'on me disait qui était une névralgie du nerf pudendal, en fait, c'était juste que mon endométriose, elle était sur un ligament et donc c'était pas le nerf, c'était le ligament et c'est ça qui fait extrêmement mal. Et j'étais assez rassurée parce que je voyais que quelqu'un me parlait et me montrait en précision ce qui se passait quoi.
L'endométriose, c'est pas les douleurs que pendant les règles. C'est-à-dire que j'ai toutes les extrémités de mon corps qui brûlent. Et c'est en ça que il faut vraiment comprendre que c'est une maladie inflammatoire. En fait, ça rayonne, mais partout dans le corps. Et c'est pour ça que souvent, il y a des symptômes qui sont hauts. J'ai compris, en fait, mon truc des jambes. C'est exactement quand j'ai mes douleurs dans le bassin que j'ai mes douleurs aux jambes, quoi. Comme on l'entend dans le premier épisode, le vaginisme met en général beaucoup de temps à être diagnostiqué. Ce triste sort n'épargne pas non plus l'endométriose. Elle est diagnostiquée souvent par hasard ou après insistance des patientes, avec un retard moyen de 5 ans. Beaucoup de médecins ne sont pas encore formés à cette maladie et certains ont la mauvaise manie de ne pas prêter assez attention aux douleurs de leurs patientes. Géraldine. Aujourd'hui, je peux plus aller voir de médecin. J'ai fait des salles d'attente et des salles d'attente assez, assez énormes pour, ils trouvaient jamais rien. Léa. J'ai vécu plus d'un an où quand j'allais voir ma gynéco, et que je lui parlais des douleurs très précises que j'avais. Et ma gynéco, à cette époque-là, celle que je voyais, elle n'arrêtait pas de me refaire faire des mêmes examens. Des examens pour tel MST, pour chlamydia. Et je savais, mais pertinemment que c'était pas ça. Je n'arrêtais pas de dire, ce n'est pas ça. Je vais pas voir ailleurs. Enfin, je suis bien dans mon couple. Je sentais qu'on allait dans le mur et que c'était pas ça. J'ai réécrit à la gynécologue qui, pendant 1 an et demi, n'avait pas écouté en fait ma douleur. Je voulais pas du tout la mettre en difficulté, mais je voulais qu'elle fasse attention avec les prochaines patientes. On rencontre plein de gynécos qui connaissent ou qui en entendent un peu parler, mais on leur pose quelques questions et rien du tout, quoi. On n'a pas de réponse. Moi, ma première démarche, mon premier traitement, entre guillemets, c'était déjà de trouver un médecin qui ne savait peut-être pas tout, mais qui savait quand même pas mal de choses sur cette maladie, qui pouvait m'expliquer un peu mieux, qui pouvait entendre mes douleurs. Agathe. Je suis tombée sur des médecins, mais assez horribles, quoi, aussi. Donc, c'est vrai que j'encourage les gens à être suivis par un bon gynéco, c'est-à-dire un gynéco qui a des appareils de mesure dans son cabinet, qui peut faire une écho interne. Ça sert à rien, en fait. Le gynéco qui va juste faire un frottis, regarder et faire « Ah, bah, c'est bien, hein, c'est joli ». Solène. Avant de faire un malaise, oui, j'avais déjà consulté. On m'avait répondu que c'était normal et que si j'avais trop mal, c'était juste le stress et que c'était dans ma tête. L'endométriose est une maladie hormonodépendante. Les spécialistes s'accordent pour dire que le traitement de base consiste à empêcher la survenue des règles, car on rappelle que les lésions d'endométriose disséminées sur les organes vont saigner et créer de micro-hémorragies en même temps que les règles. Ce traitement réduit les douleurs et peut permettre de stabiliser les lésions, voire de diminuer légèrement leur volume. Mais il ne permet pas leur élimination totale et comporte de nombreux effets secondaires. La chirurgie est recommandée quand le traitement médical n'est plus efficace à calmer les douleurs ou lorsque les lésions sont devenues trop envahissantes. La chirurgie est le seul traitement permettant l'élimination complète des lésions associées à l'endométriose. Mais ce sont des opérations invasives, lourdes, nécessitant plusieurs heures d'intervention et la plupart du temps plusieurs semaines d'arrêt de travail. Solène. Le premier médecin, en fait, voulait m'enlever les ovaires. Donc, du coup, tu perds tes chances d'avoir un enfant. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé l'opération. Et après, j'ai été dans un hôpital sur Paris qui était spécialisé aussi dans ça et dans les FIV et les PMA. Et ça s'est très bien passé au niveau de l'opération. Et ensuite, après ma deuxième opération, on m'a laissé 6 mois pour que ton corps il se remette de l'opération, que voir comment ça évolue. Et ensuite, je suis rentrée directement au protocole de FIV. J'ai pas d'envie d'avoir un traitement hormonal de nouveau. Ça joue trop sur l'humeur, la prise de poids, la libido, les sécheresses vaginales. Voilà, mon endométriose, elle est suffisamment stable et bien gérée, et bien encadrée pour que j'ai pas besoin de traitement hormonal et je suis suffisamment infertile pour que ça ne me pose pas de problème, on va dire. Géraldine. À 18 ans, j'ai pris plein de kilos d'un coup, plus du tout envie plus de désir sexuel. Enfin, c'est assez compliqué à gérer à 18 ans. Ça agit aussi sur tout ce qui est acné et pilosité. Et donc, j'ai demandé d'arrêter depuis 1 an. Et du coup, j'ai un traitement moins lourd, mais là, j'ai l'impression que du coup, c'est moins efficace pour l'endométriose. Donc, c'est toujours un peu un peu une balance à avoir entre le traitement pour pas qu'il soit trop fort, parce qu'on touche quand même aux hormones. Moi, je trouve que ça me fait un peu peur. Et en même temps, pour plus avoir ces symptômes de l'endométriose. Donc, c'est assez complexe. Quand on va voir les médecins, une fois le traitement fait, quand on parle d'effets secondaires, ils sont là, bah oui, mais on vous guérit l'endométriose, donc les effets secondaires, c'est pas très grave, alors que pour moi, il faudrait le traiter autant.
Oran. Maintenant, j'ai un traitement hormonal en continu pour du coup arrêter les règles pour éviter ces douleurs. Je vois quand même des changements principalement au niveau de l'humeur et parfois aussi au niveau du poids qui peut faire un yo-yo. Agathe. J'ai énormément de boutons, alors que j'en ai jamais eu de ma vie. Moi, j'ai toujours eu une peau de bébé. Au début, j'ai eu beaucoup d'anxiété quand même à cause de ma pilule. Allez, fais pas ta chochotte. Quelle femme aujourd'hui n'a pas peur d'être jugée si elle se plaint d'avoir mal? Trop peu. Et ça, malheureusement, on le doit à un patriarcat ancré depuis des siècles. Alors on serre les dents, au travail, en famille, à l'école, entre potes. Géraldine. J'étais extrêmement malade tous les mois, énormément de fièvre, des douleurs, je pouvais rien faire pendant un jour et demi, c'était l'horreur. Ces jours-là, je pouvais pas vivre normalement et c'est vrai que c'est pas une maladie ni reconnue ni tellement avouable. Donc à l'école, pendant nos études, etc., c'était un peu frustrant parce qu'on pouvait jamais expliquer, on n'était jamais vraiment excusé de pouvoir rien faire ces jours-là. C'est vrai que pendant toute la période où on savait pas ce que c'était, j'avais l'impression d'être un peu le malade imaginaire, d'être hypocondriaque alors que je souffrais vraiment, mais que comme personne ne trouvait rien, au bout d'un moment, tout le monde était là, non mais t'exagères, et ils pensaient que c'était le stress, qu'il fallait que je gère mieux mon stress et que ça allait passer. Oran. Au boulot, j'avais toujours une bouillotte et un maximum en fait de médicaments pour éviter de pas être là. Et du coup, essayer de tenir la journée, même s'il y avait des moments où je sentais que j'étais pas bien, que j'étais pâle et que j'allais faire potentiellement des malaises. Mais j'essayais de tenir. C'est quelque chose dont je parlais pas et que j'avais plutôt tendance à cacher. Léa. Je vis avec une bouillotte, c'est-à-dire que même au travail, j'ai une bouillotte. Dans ma famille, il y avait des plaintes de ma part à des moments donnés et puis tout le monde se dit, comme on dit tous, ah, ça va, bon, elle a ses règles. Et en fait, quand il y a des médecins qui ont pu dire, en fait, elle a telle adhérence qui fait que elle, quand elle fait ça, ça peut faire très très mal. J'ai vu vraiment le regard de ma mère changer, une espèce de culpabilité qui montait dans ses yeux, genre, ok, bon, elle avait vraiment mal en fait. La plainte était devenue légitime, ce que je trouve rude d'ailleurs, parce que une plainte reste une plainte, quoi. C'est-à-dire, même si on n'a pas posé de diagnostic, même si on ne sait pas ce que c'est, même si c'est peut-être pas quelque chose de grave, une plainte, ça reste une plainte. Et puis, par rapport aux amis, mitigé. J'ai eu des amis qui ont eu des remarques très maladroites, vraiment. Agathe. Pendant mon errance de diagnostic, là, qui a duré 2 ans, 3 ans, j'ai beaucoup entendu que c'était dans ma tête, que c'est parce que sûrement il y avait autre chose dans ma vie, un deuil à faire, alors que c'est autre chose qui était en train de se passer dans mon corps, quoi, clairement. Ça aussi que l'endométriose pose comme problème dans la société, c'est ok, en fait, je suis en train d'être un espèce de machin non efficient. Il n'y a rien de possible dans la planification. Mais rien. Parce qu'il y a un moment où tu vas être bien et tout d'un coup, mais tu vas être tordu de douleur. Ça va durer tu ne sais pas combien de temps. Objectivement parlant, les gens à l'extérieur, c'est très compliqué de leur faire accepter ça. Déjà, il faut accepter de le dire. Déjà, il y a le tabou. Et en plus, voilà, d'expliquer aux gens, en fait, à tout moment, je ne vais pas être efficace ou je ne vais pas pouvoir faire ça parce que j'aurais trop mal, en fait. Un des symptômes dont on entend moins parler, c'est la dyspareunie, le fait d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Oran. Moi, j'ai du coup une attente qui est profonde, donc c'est des douleurs pendant les règles, mais aussi pendant les rapports, quand ils sont, donc les rapports vaginaux avec pénétration, quand ils sont profonds. Le problème s'est réellement posé quand du coup j'ai fait ma première relation avec pénétration vaginale. En fait, à ce moment-là, j'avais des douleurs, je ne savais pas d'où ça venait, on me disait que c'était normal, que j'étais stressée, donc c'est là où je me suis pas respectée, où j'ai continué à faire ça voilà, avec cette douleur. Et à ce moment-là, le partenaire essayait de faire doucement, mais on le faisait quand même et ça me faisait quand même mal. Et parfois, ça m'arrivait d'en pleurer tellement c'était douloureux. Et là, par contre, la relation actuelle, où c'était dès le début, après avoir fait un travail sur moi, je me suis dit que j'imposerais plus ça à mon corps. Donc, j'en ai discuté tout de suite avec mon partenaire, qui est très compréhensif et très patient, et avec qui ça marche bien. Et moi, je suis contente du coup de me respecter et d'essayer d'autres choses, parce que la sexualité n'est pas tournée autour du pénis, à mon avis. Géraldine. Du coup, j'ai commencé le traitement. C'était plus sur le plan justement sexuel, où là, du coup, j'ai eu des sécheresses vaginales, donc où les rapports sont pas forcément évidents. Ça fait mal. On se sent pas super bien. J'ai eu 2 relations longues, donc je pense que sur la durée, ils l'ont plutôt bien compris. C'est pas toujours facile d'en parler, de le gérer. Je pense que j'ai mis un peu de temps à dire que ça venait de là et bien expliquer que c'était pas forcément de ma faute. Solène. Ça peut créer des douleurs en fonction de la période du cycle et de la position, et aussi des saignements. Moi, j'en parle librement et c'est bien accueilli, oui.
C'est pas quelque chose qui est gênant dans ma vie. Ça fait partie de moi et c'est comme ça. Moi, j'en parle sans gêne et c'est accueilli de la même façon. C'est pas un tabou. Léa. Bah, moi, dans ma vie de couple, cette maladie, elle a été, je crois, surtout compliquée quand on savait pas ce que j'avais. On a eu un bouleversement dans notre vie sexuelle, parce que pendant plusieurs années, on a eu une vie sexuelle sans difficulté. Et puis moi, ça a vraiment été la pause du stérilet qui est venue tout exciter, les inflammations. Et du coup, là, il y a eu vraiment plusieurs mois compliqués dans notre vie sexuelle. Et donc, du coup, je me suis beaucoup culpabilisée dans ma sexualité. Quand on pose pas de diagnostic, on se dit, OK, bah, c'est moi qui ai un problème. Parce qu'on y croit, on se dit, OK, je me détends pas, c'est ça, j'arrive pas à me détendre. Pourquoi j'arrive pas à me détendre? Enfin, c'est un cercle vicieux. Quand le diagnostic a été posé, il y a eu un peu un soulagement de se dire, bon, OK, c'est pas nous, quoi. Il y a quelque chose qui fait que ça me faisait mal, ou que forcément, je m'éloignais un peu de la sexualité parce que ça rimait avec douleur. Et que c'était pas lié à lui. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui est hyper compréhensif. L'endométriose est la première cause d'infertilité en France et elle est souvent détectée dans le cadre d'un désir d'enfant. Mais attention, infertilité ne veut pas dire stérilité. Solène. En fait, j'essayais déjà d'avoir un enfant et ça fonctionnait pas. Enfin, c'était long. Et en fait, finalement, on m'a dit que c'était à cause de ça et je suis passée par une PMA et une FIV. J'ai d'abord été opérée 2 fois et ensuite je suis rentrée dans un protocole de FIV. C'est à la fois lent et rapide. Tu peux attendre un rendez-vous pendant 6 mois dans lequel tu places tous tes espoirs et le rendez-vous, il est terminé en à peine 5 minutes. On t'a fait une ordonnance, expliqué les choses vite fait que tu comprends pas forcément. Et on te donne sur un petit bout de papier tous les professionnels que tu peux voir à côté, dont un accompagnement psychologique. Mais moi, je me suis pas tournée vers ça et j'aurais dû, je pense. C'est lourd psychologiquement, oui, et c'est pas le corps médical, non, qui t'accompagne. Il y a pas le temps. Et puis, en plus, tu as aussi le traitement de la FIV qui fait que tu peux avoir aussi beaucoup de sauts d'humeur ou de trucs comme ça. Et c'est pas toi, c'est juste les injections d'hormones qu'on va te faire tous les jours. Et puis, tu es dépossédé de ton corps quand même. Il est examiné vraiment très souvent. Tu fais une prise de sang tous les jours, une échographie tous les 2 jours. Tout le monde vient regarder ton corps dedans, dehors, mais c'est pas le tien. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est de passer par la danse. Déjà aussi parce que quand tu arrives, il y a plein de miroirs et puis il y a la gestuelle et il y a apprendre à se regarder, apprendre à bouger. Ça m'a aidée à réapproprier mon corps. La FIV, j'ai eu beaucoup de chance, elle a marché du premier coup. Sur ma grossesse, j'ai ressenti aucun symptôme, j'ai eu aucun problème. Et quand mes règles sont revenues, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. J'ai plus les grosses douleurs que j'avais avant. Je garde juste des règles très hémorragiques et on va dire que c'est la seule chose. Ça et le fait de ne pas, si avoir un enfant, ça reste quelque chose de très, très compliqué. J'ai pas envie d'avoir un autre enfant, mais je pense que la FIV, ça y joue aussi pour beaucoup. J'ai pas envie de refaire une FIV. Géraldine. J'aimerais bien avoir des enfants. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir eu des douleurs dès le début. Mon endométriose n'est pas très répandue, donc il n'y en a pas sur mes ovaires. Donc j'espère pouvoir avoir des enfants, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce questionnement. Je sais que j'aurai peut-être moins de chance que d'autres d'en avoir. Je redoute un peu le moment où, du coup, quand je vais vouloir un enfant, je vais devoir arrêter tous mes traitements. Et là, je pense que je vais souffrir un peu, mais on verra. On verra le moment venu. Léa. Ça a été ma plus grosse angoisse quand on a parlé d'endométriose. Surtout que c'est très bien qu'on parle de l'endométriose maintenant en ce moment, qu'on en parle beaucoup et que les femmes entendent que ça existe et que voilà, elles peuvent être touchées. Mais je trouve qu'aussi il y a une espèce pas de parano, mais enfin c'était très anxiogène. On lit une des causes principales d'infertilité et en fait dans la tête des gens on se mélange stérilité, infertilité en pensant que c'est la même chose. Enfin moi je me suis angoissée avec tout ça parce qu'au début quand on rencontre un médecin, ils te disent très vite, OK, bon, vous allez avoir 30 ans, bon, voilà, faut s'y mettre, là, faut se mettre à avoir un enfant avec l'endométriose. Et c'est stressant, quoi. Là, je suis enceinte, je suis en 7e mois. On entend tout dans les médias aussi. On dit oui, la grossesse, c'est le médicament de l'endométriose. Et là, les médecins disent non, tombez enceinte, vous n'aurez plus mal. Bon,
oui, le fait est qu'on n'a plus nos règles quand on est enceinte. Mais moi, j'ai quand même découvert que le premier trimestre de la grossesse, donc le moment où c'est vraiment la flambée des hormones, j'ai eu des douleurs endométriose très fortes, vraiment très fortes, qui ont été exacerbées, à tel point que je suis allée aux urgences parce que je connaissais ces douleurs. Et je suis tombée sur un médecin qui m'a dit, non, ça arrive qu'au premier trimestre, à cause de la flambée des hormones, justement, ça vient exciter les lésions ou les inflammations, parce qu'encore une fois, c'est une maladie inflammatoire. Et puis, il y a autre chose, quand on a des lésions ou des blessures à des endroits, parce que l'endométriose, elle vient quand même abîmer des tissus, elle vient créer des adhérences, et ça, j'ai envie de dire qu'on saigne ou qu'on saigne pas, enfin qu'on ait ses règles ou pas, il y a des blessures qui sont présentes dans l'organisme. Et comme la grossesse vient un peu tout tirer dans ces zones-là, moi, il y a des endroits où j'ai pu avoir mal. Agathe. Ça m'a trotté à fond dans la tête. Enfin, ça m'a même rendu triste à un moment donné. Je me suis dit, voilà, peut-être que je pourrais pas avoir d'enfant et tout. Après, mon gynéco m'a vite rassurée. Il m'a dit que, vu le stade où je m'y prenais et tout, ça irait. En fait, j'essaye de vivre ça au jour le jour. De plus en plus d'études montrent des corrélations entre l'alimentation et les douleurs, comme c'est souvent le cas pour les maladies inflammatoires. Certaines femmes donc modifient leur régime alimentaire, mais parfois aussi leur hygiène de vie et pratiquent certaines activités qui s'avèrent parfois efficaces dans la gestion de leurs douleurs. Géraldine. Peu à peu, j'ai compris que l'alimentation, par exemple, c'est quelque chose d'important dans l'endométriose. Moi, je vois ça un peu comme une brûlure intérieure. Il y a des aliments ou des choses qui les activent. C'est surtout les viandes rouges, soja, et café et alcool. Solène. Mon suivi gynécologique pour l'endométriose, je le fais à Saint-Joseph parce qu'il y a une unité spécialisée dans l'endométriose qui propose pas seulement un accompagnement gynécologique, mais aussi un accompagnement avec un centre antidouleur. On peut voir aussi des nutritionnistes. On se rend compte que l'alimentation, ça peut vite avoir un impact sur les symptômes. Ça guérit pas du tout. Mes atteintes et mes lésions sont toujours là, mais elles sont beaucoup moins handicapantes et douloureuses. Moi, je réagis beaucoup aux produits laitiers et quand je consomme trop de viande ou trop de charcuterie. Ça, c'est des groupes d'aliments qu'on retrouve fréquemment et après, en fonction des tolérances de chacune ou comment on va être plus ou moins sensible, certaines enlèvent le gluten, d'autres vont se sentir mieux quand elles baissent leur consommation de sucre. J'ai pas un régime alimentaire strict. Je m'adapte aussi parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'imposer. C'est pas quelque chose que j'ai tout le temps envie d'expliquer. Et puis parce que j'aime aussi bien manger même des choses que je sais pas forcément bonnes pour moi. Ça reste bon quand tu manges une bonne chantilly avec une glace. Parce que le lâcher prise, ça joue beaucoup aussi. Si t'es tout le temps focalisé dessus, ça aide pas à te sentir bien. Une femme qui était atteinte d'endométriose a créé son propre groupe sur Facebook. C'est Endo Girls Nutrit. De bouche à oreille et de fil en aiguille, c'est devenu un gros groupe. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'il existe. Et voilà, moi, j'ai découvert le groupe en tant que femme atteinte d'endométriose qui cherchait des renseignements et d'investissement. Je suis devenue modératrice aussi. Agathe. J'envisage quand même un peu toutes les approches, même si je pratique pas toutes les approches. Mais par exemple, la médecine ayurvédique, ils n'ont pas du tout la même approche. Eux, ils soignent ça avec des plantes. Donc, il y a un moment donné, si on m'opère pas et que j'ai des douleurs, j'irai là-bas et je vais faire 15 jours de cure et je vais voir en fait. En fait, c'est des maladies pour moi liées aussi à l'environnement. Moi, je pense que en fait, c'est en abordant quand même tous les paramètres qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans son corps, quoi. Et il n'y a pas séparer le psychologique ou le clinique. Je fais aussi un truc qui s'appelle l'EMDR. C'est une technique d'hypnose. C'est le traitement des traumas, en fait. Des traumas que toi, tu as bien analysés. Sauf que là, c'est les faire sortir par l'hypnose. Et du coup, il y a un truc d'allègement du corps quand même aussi. Parce que tu fais quand même sortir plein de trucs. Se reposer, en fait, quand on a mal, ça permet d'être hyper en accord avec soi-même. Alors, c'est horrible de dire ça parce que j'aurais préféré ne pas être malade. Mais voilà, quoi, ça me permet à un moment donné de me dire, OK, là, t'as mal. Donc, en fait, tu vas aller te poser et tu vas aller voir comment ça va dedans, quoi. Il y a tellement de retard du diagnostic avec cette maladie on supporte la douleur très longtemps et que même quand les lésions diminuent factuellement, en fait, le temps que le cerveau le comprenne, il faut faire un énorme travail. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait un énorme travail d'assimilation. Le mécanisme de la douleur, il se loge neurologiquement comme un réflexe automatique et que après, pour l'enlever, ça, c'est un putain de bordel, quoi.
regardé un documentaire qui m'a énormément touchée, qui s'appelle Heal sur Netflix, Heal. C'est sur les médecines alternatives et aussi la puissance du cerveau et de comment on se positionne par rapport à la maladie. En fait, on a tous des dérèglements en nous et on peut faire plein de choses avec. Et ça peut nous rendre plus sensibles et plus forts sur plein de points. Cet épisode n'est bien sûr pas exhaustif. Il n'existe pas une endométriose, mais des endométrioses. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur les sites d'EndoFrance et d'EndoMind. Vous pouvez aussi soutenir ces associations qui œuvrent pour la sensibilisation et la recherche, qui manquent encore beaucoup de moyens. Et un petit conseil, écoutez-vous et écoutez les douleurs de celles qui vous entourent. Merci à Léa, Orane, Solène, Géraldine et Agathe pour leurs témoignages aussi utiles que touchants. Et à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes. Et rendez-vous au prochain épisode. En attendant, je vous invite à continuer la discussion sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat.